Bonjour et donc bienvenue dans cette session intégration Project Server et TFS. Donc je suis Sylvain Gross de la société Neos SDI. Donc en cours de cette session, nous verrons comment Project Server et TFS peuvent collaborer de manière efficace pour piloter vos projets, aussi bien sur l'aspect gestion de ressources et planning que sur l'aspect opérationnel de la production logicielle. Donc en termes d'agenda, nous allons commencer par une brève présentation de ma société, donc Neos SDI. Ensuite, nous aborderons les points forts en fait de Project Server, ce qu'il apporte en fait comme valeur au management de projet. Nous verrons ensuite les bénéfices de TFS 2010 et ses apports aux équipes de développement. Et enfin, on aura la partie principale de la session, c'est-à-dire l'intégration de ces deux outils. Chaque partie sera illustrée par une ou plusieurs démonstrations pour vous faire vraiment une idée précise de l'outil. Donc d'abord, Neos SDI, qui sommes-nous? Donc Neos SDI a fait le choix d'être pure player Microsoft, et donc c'est naturellement que nous proposons des solutions intégrées aux technologies de l'éditeur au sein d'un écosystème. Nous avons un centre d'innovation qui nous permet de conseiller nos clients très en amont de leurs réflexions, pour les aider à s'orienter vers des solutions créatrices de valeur. Notre position pure player Microsoft nous confère une expertise très forte sur les différents domaines technologiques de Microsoft, qui va bénéficier à nos clients sous forme soit de missions de conseil ou d'assistance technique, soit en mode forfait dans notre centre de service. Donc notre société a été créée en 2001 et comprend actuellement 150 collaborateurs. En termes géographiques, nous sommes présents donc en France sur 3 sites, donc Paris, Lyon et Dijon, mais aussi en Suisse, au Luxembourg et en Belgique. Donc d'un point de vue technologique, nous avons donc différents domaines de compétences. Donc nous sommes partenaires au niveau Gold sur 13 domaines d'expertise. Donc ces compétences couvrent la plateforme applicative avec les outils autour de la plateforme .NET, Azure, BeeStalk, évidemment Visual Studio et donc Team Foundation Server. Nous avons également donc une partie donc Business Productivity avec les outils qui tournent autour de la plateforme SharePoint 2010. Une partie infrastructure avec tous les outils donc infrastructure de Microsoft, donc Exchange, System Center, Hyper-V. Et donc une partie donc multi-plateforme avec des applications Surface, Online Services, Azure, etc. Donc en termes de prestations, nous produisons du conseil, donc aussi bien cadrage, analyse économique, pilotage de projet, conduite de changement, que d'assistance technique. On mène des projets au forfait, on mène des projets donc de support et de maintenance, de TMA, etc., ainsi que des formations, soit sur mesure, soit des transferts de compétences ou des formations purement techniques. Donc un petit mot sur votre présentateur, donc Sylvain Gross. Donc je suis manager de la Business Unit Europe au sein de Neos SDI. Donc je suis également responsable technique de l'offre ALM, PLM chez Neos SDI. Donc sur ce slide, un aperçu de mes compétences et mes coordonnées pour me joindre pour des questions après la session. Donc nous allons aborder cette présentation par une première présentation donc de Project Server, donc l'outil de gestion de pilotage de projet de Microsoft. Donc Project Server va nous permettre de gérer le portefeuille de projets. Donc il est important pour les entreprises d'avoir une vision vraiment synthétique de tous les projets, leur état, leurs coûts, également avoir un outil pour décider quel projet doit être mené parmi l'ensemble des propositions de projets qui sont mises en avant par les différents membres de l'entreprise. On a évidemment une partie gestion de planning, donc c'est la fonctionnalité la plus connue de MS Project. Donc c'est vrai que construire un projet avec un Gantt est quand même extrêmement structurant. On a une partie donc gestion de ressources,
Donc Project Server va nous aider à choisir la bonne ressource en termes de compétences, mais également en termes de disponibilité au moment où on en a besoin. On va également pouvoir mettre en place des dépendances entre les projets, conditionner par exemple le démarrage d'une tâche sur la fin d'une tâche d'un autre projet, donc ce qui va nous permettre de faire des liaisons entre projets. Une partie également de gestion de coûts, donc on va pouvoir valoriser les ressources et ainsi faire construire vraiment un budget prévisionnel de projet et piloter finalement ce budget pendant la vie du projet. Donc il y a évidemment pas mal d'autres fonctionnalités disponibles, on ne va pas pouvoir rentrer dans les détails de chacune de ces fonctionnalités. Donc là aussi n'hésitez pas à me contacter offline pour avoir plus de détails sur cet outil. Donc un aperçu plus visuel. Donc on va passer assez rapidement sur ces slides, parce qu'on va voir ça en fait en démonstration. Donc on a déjà la partie portfolio management. Donc c'est un outil qui va nous permettre de sélectionner parmi l'ensemble des projets proposés celui qui correspond le mieux à la stratégie de l'entreprise. Donc là ça va être un outil, je vais vous faire une démonstration tout à l'heure. On a une vision donc consolidée du portefeuille projet. Donc sur cette capture ici, vous voyez tous les projets finalement de l'entreprise présentés de manière très synthétique, avec différentes indications en termes de coûts, de bénéfices, aussi bien au niveau numérique qu'au niveau graphique, ce qui permet quand même d'avoir une vision très synthétique du portefeuille. Ensuite, ici, plus classique, donc l'outil MS Project Pro qui va nous permettre de planifier et de piloter les projets. À noter que depuis la version donc 2010, on n'est plus obligé de passer par l'interface Pro pour créer un diagramme de Gantt, d'insérer des tâches, mettre des dates. On peut le faire depuis l'interface web. Et après, donc les outils de gestion de ressources, comme ici, donc un graphique qui va nous montrer la disponibilité des ressources en fonction du temps pour nous aider en fait à choisir la ressource adéquate. Donc on va passer à la démonstration sur cet outil, donc Project Server. Donc on va basculer sur ma machine virtuelle. Donc ici on a l'interface PWA, donc Project Web Application, qui va nous donner accès en fait aux différentes fonctions de l'utilisateur connecté. Donc ici en l'occurrence il s'agit de Lina, qui va avoir au cours de cette démonstration le rôle donc de Project Manager et même de Manager de portefeuille projet. Donc on a sur la partie principale donc les infos, donc vraiment le tableau de bord par rapport aux tâches à effectuer, pour la gestion de tâches, la gestion des feuilles de temps, des approvals. On va avoir ici un menu qui concerne les projets, un menu My Work qui va concerner mon travail, une partie gestion de ressources, une partie portefeuille de projet. Donc on va pas voir les différents menus dans leur ensemble, ce serait une présentation plus spécifique. Simplement une vision là sur Project Center qui va nous donner donc la vision synthétique des projets. Donc là dans ma machine, bon, il n'y a pas un nombre énorme de projets. On va avoir 3 projets avec différentes infos, les dates de début, les dates de fin, le pourcentage d'avancement et une vision sur le macro planning. On peut avoir cette vision de différentes façons par rapport au pourcentage d'avancement, par rapport aux prévisions. Ici on a 2 barres, donc là c'est la barre la prévision et au-dessus c'est la barre du réel. Enfin on a une partie gestion du portefeuille projet qui est un module extrêmement puissant dans Project Server. Donc c'est l'outil qui va nous permettre de sélectionner les projets. Les différentes divisions de l'entreprise vont proposer des projets. Ensuite, c'est au management de l'entreprise de décider quel est le projet le plus pertinent, le plus en ligne avec la stratégie de l'entreprise. Donc pour ça, on a ici un module stratégie qui nous permet de définir un ensemble d'axes stratégiques, augmentation des parts de marché, amélioration de la satisfaction client, etc.
Donc on va avoir autant d'axes stratégiques que souhaité, on peut en ajouter. On va ensuite prioriser ces différents axes stratégiques, définir division par division ce qui est vraiment important pour mon entreprise. Donc ça va vraiment nous donner des critères de sélection. Ensuite, chaque responsable de projet, quand il veut soumettre un projet au système, va qualifier finalement son projet à travers ces différents axes. Et il va dire est-ce que son projet permet d'augmenter les parts de marché, est-ce qu'il permet d'améliorer la qualité ou d'améliorer la satisfaction client. Et en fonction des critères que l'on aura mis là, on va attribuer une note à chacun de ces projets. Ce qui nous permet ensuite d'avoir ici dans l'analyse du portefeuille, déjà en premier un tri des projets par priorité. On voit que parmi ces 3 projets, donc chacun a une priorité différente. Donc ce projet Let's Spin Toys est prioritaire par rapport aux autres parce qu'il répond mieux aux différents axes stratégiques définis. Donc là on voit un petit peu sur ce graphique cette analyse. À partir de là, on a fait ce tri, mais il faut également travailler avec les ressources dont on dispose, notamment les ressources financières. Donc ici, on a la possibilité de dire le montant que l'on souhaite investir à travers tous ces projets. Chaque projet ici a été quantifié et a été mesuré en termes de coûts. Dans cet écran, on va pouvoir modifier en fait l'investissement et recalculer notre portefeuille de projets pour définir quels vont être les projets sélectionnés ou non sélectionnés dans notre portefeuille. Donc l'analyse prend un certain temps. Voilà. Ici on voit que en investissant 2 millions de dollars, un seul projet est sélectionné et les 2 autres sont non sélectionnés. Ce qui va aider finalement après le management à valider ou pas l'un des projets pour le mettre effectivement en phase de production. Donc cet outil est encore plus puissant. On peut également faire après des analyses en fonction de la disponibilité de ressources, construire un plan de recrutement si on souhaite mettre en œuvre plus de projets. Donc c'est un outil extrêmement puissant. Donc la dernière partie que je souhaitais vous montrer sur Project, donc c'est la partie un peu plus connue, on va dire, hein, c'est l'interface Project professionnelle, donc qui est connectée à Project Server. Donc le Project Server, on peut y travailler avec soit une interface web pour la plupart des fonctionnalités, soit avec l'interface Project professionnel qui est connue, qui va nous permettre donc de définir le plan projet avec les différentes tâches que l'on va pouvoir enchaîner. Parmi les nouveautés de la version 2010, on peut noter la barre de temps, là, ici, qui va vraiment nous permettre d'avoir une vision très synthétique du projet dans les différentes phases. Donc là, vous voyez que les différentes barres correspondent finalement au récapitulatif du projet entre la partie Requirements, Development, Testing ou Deployment. Donc ça nous permet d'avoir un outil de communication très simple et très efficace lors de présentations que vous devez faire au management par exemple. Une autre fonctionnalité intéressante, c'est le planificateur d'équipe. Donc c'est également une des nouveautés de 2010. On va juste retourner à une date actuelle, voilà. Donc sur cette vision donc de planificateur d'équipe, ici on a les différentes ressources et là on a le temps, la barre de temps, et on voit en fonction du temps les tâches qui sont finalement données et affectées aux différentes ressources du projet. Et on peut même glisser et déposer des tâches non assignées à l'un et l'autre des membres de l'équipe projet. Voilà. Donc ça c'est également une nouveauté. Ensuite, lorsque l'opération est terminée, qu'on a fini d'éditer notre projet, pour le mettre à disposition sur le serveur, donc il faut publier le projet ici. Voilà, donc c'est une présentation qui est loin d'être complète. On n'a pas vu la partie disponibilité de ressources.
le temps manquerait un petit peu, mais c'est un outil vraiment extrêmement puissant. Donc on bascule sur la présentation. Donc en voyant les points forts de TFS. Donc TFS est utilisé par les équipes de développement et donc pas par le PMO, hein, donc le bureau de gestion des projets ou par le management de l'entreprise. C'est vraiment un outil opérationnel qui va être utilisé par les équipes de développement. Donc le responsable de l'équipe de dev va pouvoir définir le travail de ces équipes de développement, leur assigner des tâches. Chaque développeur va pouvoir ensuite associer son archivage de code source aux tâches qui lui sont affectées. Il va pouvoir renseigner les temps passés. Tout ceci en plus de la gestion de branches, de la gestion des builds, des tests et le travail de développement classique que permet de toute façon Visual Studio couplé à TFS. À l'aide de ces différentes informations qui sont produites finalement par les développeurs en cours de réalisation, ça va nous permettre finalement de capturer des données qui vont produire des informations précises et en temps réel sur l'avancement des tâches, sur le résultat de tests, l'évolution de bugs, etc. Donc là, quelques captures et on verra ça en démonstration tout à l'heure. Donc dans cette vue, on a une liste d'exigences. Donc c'est l'ensemble des fonctionnalités que l'on veut mettre en œuvre dans l'application à développer. Donc on peut appeler cette liste d'exigences un product backlog, hein, si on est en Scrum. Donc on va pouvoir voir cette liste depuis Visual Studio, mais également l'éditer depuis Excel, hein, en connectant finalement Excel avec un module qui s'appelle Team Explorer. Donc je vous montrerai ça en démonstration. Une fois qu'on a la liste des exigences, on va pouvoir découper le projet en chacune des exigences en tâches. Donc c'est ce qu'on voit sur cette capture ici. On voit par exemple la tâche d'ID 1206, Enable Customers to Customize their toy home page. Donc c'est une exigence et on va finalement décomposer cette exigence en plusieurs tâches élémentaires qui vont être ensuite confiées aux développeurs pour réalisation. Donc on va pouvoir faire ce découpage soit depuis l'interface Visual Studio comme ici, mais également depuis un outil qui peut être plus pratique dans certains cas, qui est Excel. Donc Excel peut être connecté à TFS. Donc là on voit la même vue finalement. On a chaque user story, hein, donc chaque exigence va être implémentée à l'aide de différentes tâches qui chacune va être quantifiée en temps restant, qui va être confiée finalement à un développeur. Et de cette façon-là, on a vraiment une vue hiérarchique finalement des éléments de travail. Et donc on va pouvoir piloter le projet au jour le jour. Donc chaque matin, on assigne les différentes tâches, on met à jour finalement l'avancement, de façon à piloter son projet de façon simple et très efficace. Ensuite, pour la saisie des temps, ce qui est toujours un exercice essentiel sur un projet, c'est vraiment capturer le temps et mesurer la production et l'avancement finalement des différentes tâches. Les développeurs vont pouvoir, depuis Visual Studio, saisir finalement pour chacune des tâches qui leur sont confiées le temps restant et le temps déjà effectué. Donc pareil, on peut faire ce travail soit depuis Visual Studio, soit depuis Excel. À l'aide de ces infos, TFS va pouvoir nous construire des tableaux de bord, donc soit les tableaux de bord standards proposés par l'outil, soit on va pouvoir réaliser soi-même ces tableaux de bord ou même des tableaux de calcul avec Excel. Ici, on a par exemple un tableau de bord qui nous présente finalement l'évolution de l'avancement du projet, donc le burn down du projet, donc le nombre de tâches qui sont fermées au cours du temps, avec les évolutions. On a évidemment d'autres types de tableaux de bord qui vont être disponibles, donc cette fois plus orientés sur la qualité, hein, donc l'évolution du nombre de bugs,
ce qui est toujours un indicateur important. Une vision plus globale sur l'avancement de chaque exigence. On voit que sur ce graphique, on a des exigences qui sont implémentées à 100%, d'autres qui sont en cours. On a également des indicateurs par rapport aux tests. Donc là, on a vraiment une vision un peu plus macro sur ce qui se passe sur ce projet. Donc là, nous allons passer donc en démonstration et voir un certain nombre de ces fonctionnalités. Donc cette fois, je ne suis plus le chef de projet du PMO. Je vais me connecter en tant que responsable d'équipe de développement, donc qui est PIDER. Voilà. Et donc là, je travaille avec Visual Studio pour définir donc mes différentes tâches et mes exigences. Donc on voit que Visual Studio est là couplé à un outil qui s'appelle Team Explorer, donc qui est l'outil qui nous permet la connexion à TFS. Et donc dans cet outil, on va voir l'accès à nos différents éléments de travail. Par exemple, le product backlog, donc l'ensemble des exigences. Voilà, ici, on voit que sur ce projet, on a 3 exigences, 3 user stories qui sont définies. Ensuite, ces user stories, on va pouvoir les découper en tâches. Donc à l'aide, on a une autre requête ici qui nous présente le backlog. Donc là, on a une vision justement sur chaque user story. On voit l'ensemble des tâches qui permettent d'implémenter ce user story. Donc le développeur en cours de production va faire des check-in, donc des archivages de code source, et en même temps il va pouvoir mettre à jour ici l'avancement de son travail. Donc on a l'estimation d'origine, et ici il va pouvoir saisir le temps restant et le temps déjà effectué. Et de cette façon-là, de manière extrêmement simple et efficace, on va avoir en fait une saisie de ce qui se passe dans la production et ce qui va permettre après de produire nos différents rapports. On a également la même chose visible depuis Excel. Enfin, je vais l'agrandir un petit peu. Donc c'est exactement, ce sont les mêmes données, présentées simplement d'une façon un peu différente. On a ici une vision donc hiérarchique des tâches, donc mon user story et les tâches associées. Voilà, avec les différents temps. Donc pareil, ces informations d'avancement, le développeur va pouvoir les saisir soit depuis Visual Studio, ce qui est quand même le cas le plus fréquent, ou ça peut être éventuellement le chef de projet qui va pouvoir les saisir ici, s'il préfère collecter et contrôler lui-même ces informations. Voilà en ce qui concerne la première présentation de TFS. Donc là aussi, beaucoup d'autres fonctionnalités sont présentes. Pour connaître plus de détails, n'hésitez pas à me contacter pour avoir des informations plus détaillées sur cet outil. Il y a également d'autres vidéos, d'autres webcasts qui sont produites pour avoir des informations plus détaillées sur TFS. Donc là, on va basculer à nouveau sur la présentation. Donc on parle d'intégration entre les deux outils. Donc on a vu que TFS permet de piloter le travail au jour le jour. On voit également que Project permet de piloter entre autres le planning, les coûts, les ressources. Donc l'intégration entre ces deux outils, elle va nous permettre quoi? C'est finalement, ça va être la mise en place d'un connecteur bidirectionnel entre les deux outils. Ce qui va nous permettre de tirer vraiment parti de la puissance de chacun d'eux. Donc la démonstration vaut mieux qu'un long discours.
Donc j'invite à suivre cette démo qui va comporter en fait deux parties. La première, on va voir, donc ça va être une approche top-down. On aura donc des exigences qui seront définies dans Project Server et on va souhaiter remonter les informations du terrain, c'est-à-dire exposer finalement un projet piloté par le management de l'entreprise. On va vouloir faire renseigner les différentes informations par les équipes de développement. La deuxième approche va être une approche bottom-up. Donc on va avoir un projet agile, donc l'équipe est en train de travailler sur le projet. Par contre, le management de l'entreprise souhaite avoir une visibilité là-dessus. Donc ça va être une approche dans l'autre sens. Donc on va dérouler ces deux scénarios, donc en commençant par l'approche top-down. Donc pour une approche top-down, donc on va déjà se connecter en tant que responsable de projet, donc comme Lina. Voilà, donc on va fermer ça. Donc Lina va être responsable d'un projet, donc elle va ouvrir finalement son projet depuis Project Pro. Donc on va travailler sur l'application e-commerce. Donc là on voit qu'on a un projet ici qui est créé, donc avec sa structure classique, requirement, development, test et déploiement. Par contre, dans la partie déploiement, on n'a aucune exigence. Donc on va mettre quelques exigences ici. Donc pour être bien explicite, fonction 1. Sylvain, je ne vois pas ta machine. Si tu as switché ou... Ah, on va refaire ça. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est bon. Désolé pour ce petit bug. Donc là, on est connecté en tant que responsable projet de l'entreprise avec Project Server. Et donc là, je suis avec l'interface Project Pro dans le but donc d'ajouter dans mon planning ici, où j'ai donc les différentes phases, Requirement, Development, Test et Deployment, je vais ajouter les fonctions. Donc on va ajouter une fonction 1, une fonction 2. On ne va pas les quantifier parce qu'on va prendre les informations du terrain pour pouvoir justement les quantifier. On va simplement dire ici que, vous voyez, qu'on a une colonne qui s'appelle Publish to Team Project. Donc on va dire Yes. Là également Yes. On va affecter une ressource. Donc la ressource, c'est le responsable de l'équipe de développement qui est Peter. Ici pareil. On définit un work item type. Donc il s'agit bien d'un requirement. Un requirement. Ce qu'on peut également faire, c'est fixer une deadline. Parce que finalement, ce qui importe le management de projet, c'est de connaître les dates de livraison de chacune des fonctionnalités. On n'a pas besoin de connaître le détail du planning de chacune des tâches. Donc on va dire que cette fonctionnalité, ainsi que celle-ci, devra être disponible à cette deadline, donc à une date d'échéance. Donc on voit qu'elle apparaît ici sur le diagramme de Gantt. Donc lorsque c'est fait, voilà, on ne va pas définir plus de détails pour l'instant. On va simplement publier le projet. Donc d'abord le projet est sauvegardé et ensuite donc on a une publication. On va peut-être relancer ça.
Ici, on publie. Voilà, donc on voit la publication est terminée. Je sors de l'outil, on nous demande de faire un check-in, que l'on accepte. On a fait des modifications dans le projet. Donc là, on a un certain processus de management du projet qui nous impose finalement de valider chaque modification. Donc là, on imagine que les modifications qui ont été effectuées, on a une autre personne qui va valider que, effectivement, ok, le plan de projet, je suis d'accord pour le modifier. Donc cette étape est facultative, hein, cependant ma configuration elle est imposée. Voilà, donc on a validé ça. À partir de ce moment-là, notre connecteur va pouvoir exposer finalement ces deux exigences, fonction 1 et fonction 1, à TFS. Donc c'est ce qu'on va voir, on va se connecter en tant que pillar. Donc on va vérifier d'être sur le bon projet. Donc c'était le projet de e-commerce. Voilà, on a ici deux fonctions qui sont apparues. Hein. Donc c'est les requirements qui ont été exposés par notre connecteur project vers TFS. Donc là, on va pouvoir renseigner d'autres informations. Là, on nous dit que le requirement peut être de différents types, hein, parce qu'on est dans un modèle de projet pour CMMI. Donc, il faut qualifier notre requirement. Donc là, c'est un besoin fonctionnel. Je le sauve. Je fais pareil ici. Voilà. À présent, on va vouloir saisir des tâches, hein, parce que ces fonctions, il va falloir les développer. Donc pour ça, on a plusieurs possibilités. On peut créer en fait des tâches ici en disant on crée une tâche liée. Donc on voit qu'on a une liaison de type enfant pour la tâche et on va appeler ça, par exemple, donc développement de l'IHM. Donc voilà, on renseigne les différentes informations. Donc c'est assigné à pillar. Voilà, on met à jour ce qu'il faut. On fait une estimation de temps. Donc on va dire qu'on a besoin de 8 heures. Il en reste 8 parce qu'on n'a pas encore commencé. Je sauve. On peut également se dire que faire la saisie de cette façon-là n'est pas quelque chose de super pratique. Donc on va faire un export finalement une édition de cette liste dans Excel. Donc là, on fait un open vers Excel. Là, on voit qu'on a exactement les mêmes infos. J'ajoute des tâches. Donc, on va rajouter par exemple les méthodes de service. On va peut-être mettre un petit peu de test unitaire. Voilà, donc simplement il va falloir préciser le type de tâche. On n'est plus dans du requirement, cette fois on est dans de la tâche. Pareil pour ça. La tâche de test va être confiée à une autre personne, par exemple. Voilà, et ici, on va pouvoir saisir des durées, enfin des charges plutôt. Voilà. On peut faire la même chose sur la fonction suivante. Avec des durées peut-être différentes. Voilà, à partir de là,
Speeder a fait son travail de décomposition d'exigences, donc son work breakdown structure. On va pouvoir publier ça. Voilà. Donc là, on peut sortir sans sauver, parce que c'est CTFS qui va nous sauver nos différentes informations. Et à partir de là, on va à nouveau se connecter en tant que manager, donc en tant que Lina. On a fait des mises à jour, on a apporté des mises à jour en fait au projet, donc il faut évidemment les valider. On n'intègre pas dans le plan projet les choses comme ça sans validation. Donc en cliquant dessus, on peut voir ce qui s'est passé. On voit qu'il y a une tâche qui a été créée pour cette personne. Ainsi que là. Donc on a vraiment le détail de chaque tâche. Donc dans l'ensemble, on est plutôt d'accord avec tout. On a peut-être même une autre tâche qui va apparaître, non. Donc on va valider nos trois tâches. Donc la validation de ces tâches déclenche la présentation d'autres tâches qui sont liées par rapport à la mise à jour des différents temps. Donc là, je valide encore ces deux tâches ici. Voilà, à partir de là, mon plan projet est mis à jour et on va voir le résultat sous Project Server. Donc là, on voit qu'il s'est passé des choses. Donc on a toujours fonction 1, fonction 2 qui sont là. On voit que là, on a deux nouvelles ressources une nouvelle ressource qui est apparue, qui n'avait pas été créée tout à l'heure. Donc elle a été amenée de TFS. On a des informations là sur les temps. On voit que le temps restant pour la fonction 1 est 32, elle est de 16 pour la fonction 2. On voit également qu'on a un problème là de suraffectation de ressources. Donc Project a quand même pas mal de capacités pour résoudre ce genre de choses. Il va pouvoir en fait nous optimiser tout ça. On va l'aider un petit peu en disant qu'il y a des priorités peut-être différentes. On peut par exemple dire que la fonction 1, fonction 2 ont un niveau de priorité différent. Et après, demander un nivellement des ressources, donc un audit de ressources, qui va modifier la planification de manière à ne plus avoir ici de surcharge pour l'une ou l'autre des ressources. À partir du moment où cette planification est faite, on va pouvoir utiliser là aussi une autre fonction de Project Server qui est de définir un planning de référence, donc une baseline. Donc ce qu'on appelle une planification initiale dans Project Server. Voilà, donc on dit que cette planif correspond à la base du projet. Voilà, c'est le planning de référence. Donc là on peut voir ce que ça permet. Donc on a ici la vue en Gantt suivi, où on a deux lignes. On a la baseline, donc la prévision qui est là en dessous, en gris, et au-dessus, on a le réel. Et c'est de cette façon qu'on va pouvoir après mesurer si l'avancement est conforme aux prévisions, et on va pouvoir après prendre des décisions par rapport à ça. Donc par rapport au changement que l'on vient d'effectuer, on va pouvoir faire une publication. On a quand même modifié la planification, on a fait différentes choses, donc il est important de synchroniser tout ça. Voilà, avec un check-in. On vérifie ici qu'on n'a pas de tâches à mettre à jour, donc c'est bon. On va maintenant
dire que les ressources en fait vont travailler sur le projet, elles vont mettre à jour des temps, elles avancent dans leur production. Donc cette saisie de temps passé et d'avancement va être faite depuis TFS. Donc là je me reconnecte en tant que responsable d'équipe ou en tant que ressource qui est affectée au projet. Donc là par commodité, on fait de cette façon-là. Donc là, si je rafraîchis ma liste depuis tout à l'heure, donc on voit que j'ai finalement mes deux fonctions avec les différentes tâches. Au niveau de l'IHM, ici, donc on a bien travaillé, il ne reste plus de travail à effectuer. La personne a effectivement mis 8 heures, donc on sauve. Pour la méthode de service également, donc on a bien avancé, il ne reste plus de temps à passer avec une consommation conforme aux provisions. Au niveau des tests, donc il ne reste plus de temps non plus. Par contre, on a surconsommé. On a mis 20 heures au lieu de 16, mais voilà, ça c'est des choses qui arrivent. Voilà, et je sauve ça dans TFS. Maintenant, il s'est passé des choses sur le terrain. Il est important que le management ait ces informations. Donc, on va à nouveau se connecter en tant que responsable, en termes de management. On va sans doute avoir ici des mises à jour à valider. Donc, si je regarde, voilà, on voit qu'il y a des choses qui ont été demandées. Donc, on peut regarder les détails. Voilà. Donc, j'accepte ces changements. Et on va voir le résultat dans Project Server. Donc on voit ici que le plan projet a bien été mis à jour. Par contre, on remarque qu'effectivement, on a un problème qui est un dépassement de la consommation prévue. On est effectivement à 100%, mais on a passé plus de temps. On voit que là, par rapport à la prévision qui était là, la baseline, on s'arrêtait à vendredi et finalement, on a eu besoin d'une journée supplémentaire. À partir de là, on est en mesure de demander voilà, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il faut mettre une ressource supplémentaire, une formation, enfin on peut faire son travail finalement de chef de projet. Alors, on republie. On va maintenant dérouler le deuxième scénario, parce que je vois que le temps passe. Donc là, c'était une vision, donc je pars du plan projet et j'expose des fonctions dont je veux avoir des informations d'un point de vue terrain. Maintenant, on va faire l'opération inverse. On part d'un projet qui est défini dans TFS et je vais choisir d'exposer certaines fonctions à Project. Donc cette fois, on va travailler avec un autre projet d'équipe. On ferme tout ça. Voilà, donc ici, je suis dans le projet, vraiment s'en assurer, Product Backlog. Dans le projet, donc dans le backlog en fait du projet Tailspin Toys, qui est d'ailleurs également présent ici. Donc ça c'est
On est dans TFS, donc la vision des différentes tâches dans Excel pour le projet Talspin Toys. Et je vais donc rafraîchir ma vue ici. Voilà. Et donc là, je vois mes différentes fonctionnalités avec les tâches qui sont rattachées. Donc je vais créer une nouvelle user story ici. Voilà, une user story de démo que je publie dans Project Server, dans le projet ici. C'est une user story assignée à Peter. Voilà. À partir de là, donc on a une user story qui n'existe pas dans notre planning project, donc on va publier ça. On change de casquette pour se placer cette fois du point de vue PMO. Donc on va charger le projet en question. Voilà. Et donc on voit ici que l'on a en fait notre projet, notre plan projet avec la structure de tous les projets de l'entreprise. On n'a pas simplement de fonctionnalités qui sont définies dedans. On a défini des jalons qui sont les itérations 1, 2, 3. Maintenant, les fonctionnalités n'apparaissent pas. Elles ont été exposées par TFS. Donc maintenant, il est important de les intégrer dans notre planning. Donc pour ça, on va simplement les faire glisser dans mon itération qui est là, lui donner une indentation. Voilà. Donc de cette façon, on l'a intégré dans le planning. Je vais pouvoir publier ça, là, parce qu'on a maintenant des informations ici de planification qui sont apparues. Voilà. Donc à partir de là, toutes les mises à jour en fait qui vont être faites sur les tâches qui vont dépendre de ce user story vont être répercutées dans notre plan projet, comme le scénario tout à l'heure. Voilà, on va rapidement en créer une et on devra conclure. Voilà, on l'a fait à la même personne. Avec un certain temps, on a fait 0 dessus. Les informations sur les itérations. Donc, on publie. Alors, même pour mesurer l'avancement, on va déjà mettre du temps dessus pour voir la progression. Voilà, je retourne à nouveau pour la dernière fois dans mon plan projet. Par contre, on a potentiellement un risque car le projet n'était pas archivé. Bon, malgré tout, c'est bon, il a pris en compte, hein, donc c'est quand même très réactif.
Donc on voit ici que notre tâche a avancé de 33% grâce aux mises à jour qui ont été effectuées dans TFS. Voilà pour la démonstration. Pour aller beaucoup plus loin, donc on va conclure. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On bascule sur la présentation. Donc on a eu les deux approches, donc définition des exigences dans Project Server et on remonte les infos du terrain. Deuxième scénario, on a un projet agile et on souhaite rendre visibles les exigences dans le portefeuille projet de l'entreprise. Donc avant de vraiment conclure, on va effectivement conclure. Donc on voit que grâce à cette intégration, on a vraiment une visibilité sur tous les projets du portefeuille, qu'il s'agisse de projets qui émanent vraiment du PMO, donc du bureau de gestion des projets, aussi bien que des projets agiles. Donc les deux vont être suivis de la même manière. Donc on a plus cette frontière entre le monde de l'agilité et le monde des projets plus structurés. On a vraiment une cohérence entre tout ça. Chaque acteur va avoir le niveau d'information dont il a besoin. Le management de projet, d'un point de vue vraiment entreprise, n'aura pas besoin de connaître le détail des tâches. Ce qui lui importe, c'est finalement la liste des fonctionnalités avec les dates finalement de disponibilité, ainsi que des indicateurs vraiment de conformité à l'avancement. Donc chaque acteur va continuer à utiliser ses outils avec ses propres workflows. Et l'intérêt vraiment est qu'on aura une cohérence entre toutes les données et on n'aura plus de rupture. Chacun va parler finalement sur la base des mêmes chiffres. Donc si vous souhaitez en savoir plus, donc on aura une petite séance de questions-réponses. Sinon, donc mon adresse email pour me solliciter pour des questions sur ce sujet ou sur l'un ou l'autre des produits, on est en mesure au niveau de Neos SDI d'y répondre. Très bien, merci Sylvain pour cette présentation. Donc, quelques petites informations supplémentaires avant de prendre vos questions. Donc déjà, si vous avez un projet en cours ou à venir en rapport avec ce live meeting, vous pouvez nous en faire part en vous rendant sur la page Un projet du site Visual Studio. Vous pouvez aussi retrouver tous les événements Visual Studio directement sur le site internet. Voilà, bah écoutez, si vous avez des questions, je vous laisse les rédiger sur le module questions et réponses pour que Sylvain puisse y répondre directement.